Bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre 2023 et c'est la journée mondiale de l'ostéoporose. Donc, avec Laure, nous allons parler de l'ostéoporose et en particulier de la nutrition. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Movadom et Adapsia et elle est financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Donc merci à vous d'être, avec nous en direct et merci à vous qui nous regardez en replay sur notre chaîne YouTube. Alors si c'est votre cas, si vous nous regardez en replay, je vous invite à vous abonner à notre chaîne déjà pour recevoir les notifications quand, nous mettons en ligne une nouvelle vidéo et puis à nous mettre un petit pouce bleu pour nous dire que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à mettre des commentaires et ce qui serait bien, c'est que vous vous inscriviez sur movadom.eventbrite.com pour pouvoir participer en direct à nos visioconférences et comme cela, à la fin de l'enregistrement, nous ouvrons les micros et les caméras et vous pouvez échanger avec l'intervenant sur le sujet du jour. Et donc l'intervenant du jour, c'est Laure qui va, prendre le contrôle, se présenter et dérouler sa petite présentation. Donc, bonjour à tous, je suis Laure, donc diététicienne nutritionniste, et aujourd'hui on va parler d'ostéoporose. Ne pas confondre avec l'arthrose. L'arthrose, c'est une maladie sur vos articulations et c'est ce qui fait que vous avez les doigts ou les articulations qui peuvent se transformer. Physiquement, vous le voyez bien. L'ostéoporose, on va voir, c'est autre chose. Ça attaque nos os. C'est un problème d'ossature, de squelette. C'est pas un problème d'articulation ou de tendon. Voilà. Donc, surtout s'il y a des questions, vous savez que vous avez les La barre petits de discours à conversation. côté, la barre de conversation. Comme vous l'a dit Pascal, à la fin, on a un temps de questions-réponses, donc autant en profiter. Et, heu et puis, on va voir ensemble quelles sont les problématiques de cette maladie silencieuse et ce que nous pouvons faire à notre petit niveau pour limiter ou aider à prévenir ce risque d'ostéoporose. Donc c'est une maladie silencieuse, pourquoi? Parce que tant que vous ne vous êtes oh pardon, N'oublie pas de prendre le contrôle des diapositives. ça y est là? Non, Excusez-moi. toujours pas. Parce que là, en fait, tu défiles juste pour toi. Il faut que tu appuies en haut sur contrôler. Voilà, parfait. Excusez-moi. Ça y est, tout est pris, tout est sous contrôle. Donc comme je vous le disais, c'est une maladie silencieuse. Silencieuse parce qu'en fait, tant que vous ne vous êtes pas cassé un os, vous ne savez pas que vous avez un souci. Et qu'est-ce qui fait que ça pose souci? C'est parce que quand vous vous cassez quelque chose, ça fait mal. Donc ça veut dire que l'os, il est vivant. Il y a un réseau, sanguin à l'intérieur qui fait que vous avez mal, vous avez besoin de temps pour vous rétablir et que votre organisme a besoin de temps pour pouvoir refabriquer de l'os. Donc c'est vraiment une maladie silencieuse parce que je vous dis, tant qu'on ne s'est pas cassé quelque chose, eh bien, on ne le sait pas. Alors souvent, ce qui peut nous aider, nous prévenir, c'est parce qu'on aurait tendance à se tasser. Donc on dit toujours qu'on perd des centimètres en vieillissant. Alors c'est pas vrai chez tout le monde, mais c'est quand même vrai pour une bonne partie de la population. Et en fait, si je me tourne, vous voyez, on aurait tendance à avoir le dos qui part en arrière, à se tasser quelque peu. Donc là, ça peut aussi jouer sur le fait que votre squelette étant moins dense, eh bien, il se tasse légèrement. Voilà, ou plus ou moins. Des fois, vous avez des personnes qui perdent jusque 10 centimètres, hein. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on va parler ensemble de cette maladie silencieuse et donc vous faire découvrir ce que c'est, quel type de pathologie c'est, pourquoi c'est si impliquant, au quotidien et au niveau mondial. C'est pour ça qu'il y a une journée de l'ostéoporose et puis qu'est-ce que nous pouvons mettre en place au quotidien pour favoriser un squelette qui reste en bonne santé et qui se maintient en bonne santé. Donc l'os, il est vivant. Comme je vous ai dit, il est vivant parce qu'il est irrigué, parce qu'il y a des réseaux, il y a un réseau sanguin qui fait que, il va pouvoir absorber ce dont il a besoin et rejeter via le réseau sanguin ce dont il n'a pas besoin. Et c'est ce qui fait qu'on a la moelle épinière également. La moelle, c'est ce qu'il y a au milieu de l'os et c'est ce qui fait que c'est un os vivant. C'est un matériau vivant et dynamique qui, lorsque vous vous cassez quelque chose, fait mal. Donc l'os, il se renouvelle en permanence. Notre organisme, il est bien fait. Il est bien fait pour des tas de choses et aussi pour notre squelette. C'est-à-dire que notre squelette, il va se renouveler 4 à 5 fois tout au long de notre vie.
tout au long de notre existence. Alors, il y a des parties qui vont se renouveler plus souvent et plus régulièrement que d'autres. Je pense à tout ce qui va être les poignets, tout ce qui va être les genoux, par exemple les pieds ou ce genre de choses, puisque finalement, vous les sollicitez tout au long de votre vie. Si vous êtes accroupi, si vous vous baissez, l'os, maintient tout, le réseau musculaire, maintient aussi les tendons, donc il va être plus que sollicité. Il y a des endroits, je pense par exemple les côtes, certains os, des bras ou des cuisses qui finalement sont moins sollicités, c'est-à-dire qu'ils sont moins de risques d'être endommagés. Et donc c'est pour ça que finalement notre organisme est bien fait parce qu'il y aura toujours la possibilité de refabriquer de l'os. Et on voit bien, à n'importe quel âge de la vie, on arrive toujours à se remettre d'une fracture. L'os se répare. Par contre, et c'est pour ça que c'est une maladie silencieuse et c'est pour ça aussi que c'est une maladie, qui a une journée mondiale, c'est parce que, beh, il y a des effets secondaires à cette fracture et l'effet secondaire de la fracture, c'est pas que l'os ne se remet pas d'aplomb ou ne se refabrique pas, c'est plutôt que si vous êtes avancé dans l'âge ou alors que, vous avez une mauvaise fracture, beh, finalement vous allez être arrêté ou alité un certain nombre de temps et ça implique le fait que vous allez perdre en masse musculaire. Et il y a vraiment on va avoir une corrélation entre la masse musculaire et la masse osseuse. En fait, votre os, si on devait faire un exemple, vous savez quand on a le squelette au collège, quand on a Oscar le squelette dans les salles de sciences et vie de la terre, eh bien, vous avez cette tige de fer qui permet de maintenir Oscar debout. S'il n'y a pas la tige de fer, il se casse la figure. Eh bien, vous, c'est pareil. C'est-à-dire que vous avez un squelette en bonne santé qui va évoluer dans le temps. Et en fait, la tige de fer, c'est votre capacité musculaire. Et on sait très bien que vous en avez fait, on en a tous fait l'expérience, une mauvaise entorse, une bonne grippe. Si on est alité ou si on bouge moins pendant quelques jours, voire quelques semaines, eh bien, on voit bien qu'on a une fonte musculaire. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à retrouver un dynamisme, à avoir, du mal à se porter physiquement. Et donc c'est là où, finalement, il faut vraiment être en adéquation pour que votre capacité musculaire permette de soutenir votre squelette et si jamais il y avait fracture via une chute ou quoi que ce soit, eh bien, vous puissiez aussi compenser après coup, le fait que l'os s'est renouvelé. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis un autre effet secondaire, on le verra également, de cette problématique de la fracture, c'est que finalement, à un moment donné, vous perdez aussi confiance en vous. Donc à un moment, quand on a eu une fracture, quand on a déjà une capacité musculaire qui est limitée, soit parce que l'on est trop vieillissant, soit parce que, beh, on est plus ou moins musclé, on a aussi un je dirais, une capacité musculaire qui nous est propre, eh bien, en reprenant la kiné, en reprenant la rééducation, on va avoir peur de se prendre vulgairement les pieds dans le tapis et donc finalement, on va bouger de moins en moins de peur de retomber, de rechuter ou alors de peur finalement d'aller trop loin, de ne pas pouvoir revenir. Donc c'est aussi important dans la rééducation après une fracture de continuer de se mobiliser, de maintenir une activité physique régulière et peut-être de mettre en place certains, points d'accès pour éviter de retomber, comme peut-être retirer les tapis ou faire en sorte qu'ils soient bien maintenus au sol et qu'ils ne soient pas, je dirais incurvés ou ce genre de choses. Donc tout ça, on va en parler. Donc l'os se renouvelle en permanence et on voit bien que tout au long de notre vie, il va fabriquer, il va se renouveler. Ce qu'on appelle renouveler, c'est-à-dire que ce qui va être usé va pouvoir être refabriqué derrière pour maintenir ce pool, osseux. Donc, notre squelette, il évolue en 3 périodes. Il y a l'enfance et l'adolescence où là, on ne fait que fabriquer du muscle. On fabrique, on fabrique, on fabrique. Vous voyez bien que les enfants, entre un enfant qui naît et un adolescent, il n'a cessé de grandir, de prendre en masse, d'évoluer. Et donc, c'est pour ça que notre organisme ne cesse de fabriquer du muscle et ne cesse de fabriquer du squelette, de l'os de bonne qualité pour pouvoir tenir debout et pour pouvoir faire les activités physiques et avoir un pool important. C'est-à-dire qu'à la fin de l'adolescence, quand on devient jeune adulte, on atteint notre cap, le top du top de notre capacité osseuse. Ensuite, à l'âge adulte, on essaye de maintenir ce cap pour que la construction
de notre os, de notre squelette, soit en adéquation avec sa destruction. La destruction, elle est inhérente à votre bonne volonté. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix d'avoir une destruction. L'organisme, le squelette est vivant, il ne cesse de se renouveler. Ça fait partie du jeu. Vos cheveux poussent, il y en a qui tombent, votre peau, se refait quand il y a une fracture ou quand il y a une cicatrisation et on voit bien, on a des petites peaux, on pluche, enfin voilà, ça fait partie du jeu, c'est vivant, donc ça se régénère. C'est normal et plus on vieillit, plus finalement la destruction va prendre le dessus sur la construction osseuse parce que c'est inhérent à notre bonne volonté. Je me répète, notre organisme vieillit, nos cellules vieillissent et elles ont besoin de plus de temps pour fabriquer, pour régénérer et donc forcément, la destruction, elle est plus rapide. Donc il y a toujours ces 3 périodes, ça fait partie de l'évolution normale de notre organisme et il faut en tenir compte au quotidien. Donc, l'ostéoporose, pourquoi c'est une pathologie? Eh bien, parce que ce sont les effets secondaires qui finalement font qu'on va avoir un impact sur notre quotidien. C'est pas en soi la fracture qui pose souci, mais c'est le risque de fracture et le risque inhérent de problématiques que ça peut lier une fois que la fracture est terminée. Effectivement, les conséquences, c'est qu'on a une diminution en vieillissant de la masse osseuse et une modification de l'architecture de l'os. Et ça, on a beau utiliser toutes les crèmes rajeunissantes, tous les liftings, tout ce qu'on veut, ça marche pas. C'est-à-dire que ça marche sur l'extérieur, mais sur l'intérieur, on a l'âge qu'on a. D'où l'intérêt aussi, tout au long de notre vie, de prendre soin de notre organisme, de prendre soin de notre squelette, de nos muscles et de s'entretenir tout au long de notre quotidien, de notre vie, pour optimiser finalement un squelette et une masse musculaire en bonne santé. Voilà la différence entre un os en bonne santé et un os atteint d'ostéoporose. Un os en bonne santé, en fait, je prends toujours cet exemple de mon éponge. Alors là, c'est une éponge neuve, donc en bonne santé. Et en fait, voilà ce que c'est que votre os. L'intérieur de votre os, c'est la partie jaune, c'est la partie qui va permettre de nettoyer la, vos gamelles, vos casseroles, votre plat. Et la partie verte, c'est la partie extérieure de l'os. La partie verte, elle a pour but d'encaisser les chocs. Si vous vous tapez, si vous tombez, en fait, ça va encaisser le choc et ça va éviter qu'il y ait un effet résonance dans ma partie jaune. Donc, le but, c'est de maintenir votre éponge, votre os au mieux comme ça. Mais vous voyez bien au quotidien que l'éponge, on l'utilise. Vous, votre organisme, vous l'utilisez aussi, votre squelette, vous l'utilisez aussi. Et donc finalement, à un moment donné, ce qui se passe, et c'est ce qui fait qu'on arrive plus ou moins rapidement et plus ou moins de façon inhérente à notre bonne volonté, je me répète, mais en fonction aussi de ce que l'on est. On va voir que l'hérédité joue, on va voir que, en fonction de notre travail, en fonction de tout ça, en fonction de notre capacité physique, eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que votre éponge alors je vous fais, je ne vous ai pas ramené une vieille éponge, mais en fait, votre éponge verte, elle va servir à gratter, elle va endurer les chocs. Donc plus elle endure, plus finalement cette partie verte est moins efficace, va être usée, va être, va être usée, on ne peut pas dire autre chose et donc la partie jaune, elle, eh bien, elle va avoir une résonance qu'elle n'avait pas avant. Donc elle va encaisser le choc et donc cette partie jaune va moins absorber le choc, va moins garder l'eau si c'était une éponge et donc vous avez un impact sur votre qualité osseuse. Donc vraiment l'ostéoporose, c'est qu'à un moment donné, votre os, il n'encaisse plus les chocs de la même manière et l'effet onde de choc n'est plus maîtrisé de la même manière. Et donc, à un moment ou un autre, ça casse. Soit parce que vous allez tomber, soit parce que vous allez vous cogner, soit vous avez des personnes aussi qui vont avoir une rupture dite spontanée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles vont se lever d'une chaise ou elles vont se lever de son lit et elles ne pourront plus parce que ça s'est cassé. C'est-à-dire que l'os est tellement fatigué et tellement usé que finalement, il y a une rupture spontanée. Souvent, le col du fémur. C'est l'exemple le plus concret. Vous avez beaucoup de gens qui vont avoir une rupture du col du fémur, une fracture du col du fémur, parce qu'à un moment ou un autre, ça ne marche plus. Et que le col du fémur, vous êtes tous les jours assis sur vos fesses, vous êtes allongé, donc vous portez votre poids aussi sur le col du fémur. Donc, c'est une zone qui va être beaucoup plus sensible
que votre cage thoracique, votre cuisse ou votre mollet. Donc voilà. Donc la fragilité de l'os, elle peut se montrer par divers aspects qui ne sont pas forcément la fracture directe. Ça va être le tassement vertébral, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se tasse. Ça va être la fracture du poignet. Alors là, on est plutôt sur des jeunes femmes qui ont entre 35 et 40 ans, mais ça se fait aussi. Et pourquoi à ce moment-là? Tout simplement parce que si vous avez eu des enfants, vous savez qu'à un moment donné, un enfant en bas âge, ben, vous avez forcément un gamin dans les bras, vous avez forcément un divers sac et vous poussez les portes. Et donc, si vous avez déjà, je dirais, une fragilité osseuse, eh bien, c'est souvent à ce moment-là qu'on va avoir des fractures du poignet. Et puis, quand vous tombez, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on a le réflexe de se récupérer et donc, c'est les poignets qui absorbent le premier choc. Et c'est pour ça qu'on dit aux enfants de ne pas se balader avec les mains dans les poches parce que dans ces cas-là, on n'a pas les mains pour se retenir. Et puis, la fracture du col du fémur, on en parle le plus. Donc, en fait, c'est un problème de santé publique majeur parce que c'est 400 000 fractures chaque année en France. Ce qui veut dire 400 000 personnes qui sont soit hospitalisées, soit alitées, soit avec une prise en charge spécifique. Donc, ça veut dire que notre système de santé est obligé de compenser ça. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un problème de santé. C'est qu'à un moment donné, c'est impactant sur tout le reste. Vous avez des gens qui ne peuvent pas, qui vivent seuls, qui ne peuvent pas rester seuls à leur domicile, donc ils sont obligés d'être en institution ou d'avoir de l'aide. Donc tout ça, ça joue. En quelques chiffres, donc c'est 40 000 nouveaux cas de tassement vertébraux par an, c'est 35 000 fractures du poignet par an et c'est 50 000 fractures du col du fémur par an. Donc c'est pas négligeable, mis bout à bout. Donc vraiment, c'est pour ça qu'on parle de problèmes de santé publique majeurs. Et c'est pour ça qu'on a cette fameuse journée mondiale, sinon on n'en aurait pas besoin. Donc, la problématique de la fracture du col du fémur, je vous dis, c'est que 50 gardent un handicap. Ils ne gardent pas un handicap parce que la fracture ne s'est pas remise, mais ils gardent un handicap parce que la capacité musculaire a chuté et donc il y a un impact sur leur quotidien dans leur mobilité, plutôt lié à une chute musculaire qu'à une fracture qui ne se remet pas. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il va y avoir la peur de retomber, il va y avoir la peur de rester seul chez soi, il va y avoir aussi des douleurs que ça peut engendrer indirectement, puisque si vous compensez en marchant, ben, vous avez mal au dos, vous avez mal dans tout ça. Donc, indirectement, plus on a mal, moins on a envie d'en faire. Alors qu'il faudrait que ce soit l'inverse. C'est-à-dire, plus on a des douleurs, plus on a mal, il faudrait restimuler pour compenser en capacité musculaire. Et donc, les pronostics sont qu'en 2050, on aura 2 fois plus de cas en Europe si on ne fait rien. Et on voit bien qu'en Asie, finalement, l'ostéoporose, c'était une maladie qui était inexistante parce qu'ils étaient plus petits en taille, parce qu'ils ont un fémur qui est un peu plus petit que nous et qui est un centre de gravité plus bas. Et donc, on avait moins ce problème-là. Mais maintenant qu'ils mangent comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont découvert le McDo, qu'ils ont découvert tout ça et qu'ils sont plus grands, les nouvelles générations, que les générations il y a 2 ou 3 générations, eh bien, on remarque quand même que ça arrive aussi. Et en Asie, on a beaucoup de gens qui ont des tassements vertébraux très importants. Ils ont moins de fractures du col du fémur, mais on a souvent des images, quand vous allez dans les pays asiatiques, de, petites mamies ou de femmes qui sont complètement pliées en 2. Et donc c'est aussi un problème d'ostéoporose. Donc eux aussi sont touchés. Donc voilà, et pourtant, ils ont une alimentation qui va être différente de la nôtre. Donc, les personnes concernées, on parle plus souvent des femmes et ménopausées que des hommes, tout simplement parce qu'au moment de la ménopause, eh bien, je dirais les hormones qui vont stimuler la fixation du calcium et la régénérescence de votre os ne sont plus présentes et donc, beh, forcément, il va y avoir une chute plus importante. De même qu'au moment, de la ménopause, beh, finalement, c'est ce qu'on appelle la retraite osseuse. C'est-à-dire que, beh, votre organisme n'est plus stimulé et pareil, au moment de cette retraite osseuse, que ce soit homme ou femme, eh bien, on voit bien qu'il faut surcompenser le muscle. Donc, il faut pouvoir le stimuler d'autant plus parce que notre organisme ralentit, la régénération des cellules est moins efficace et donc on a besoin de compenser. Je donne toujours cet exemple-là. Votre parcelle de terrain, elle n'a pas changé. La tondeuse qui était, directe, dure à pousser, beh, finalement, elle est devenue auto-tractée maintenant. Eh bien, en vieillissant, on voit bien qu'on met plus d'énergie, on est plus fatigué
pour faire la même chose, alors que limite, vous êtes plus aidé via une mécanique de la tondeuse, alors que, vous, vous êtes quand même fatigué. Mais tout simplement parce que en vieillissant, nos cellules, se fatiguent aussi, sont moins efficaces et on a besoin de plus de temps pour récupérer. La preuve, la maison n'a pas changé, on dit des fois: «Je mets plus de temps, je suis un peu plus lente, je suis» voilà, mais c'est normal, c'est le vieillissement, c'est naturel et c'est pas pour ça qu'il faut, arrêter de se bouger. D'autant plus, il faut continuer de restimuler cette capacité musculaire, on le verra tout à l'heure, pour compenser le vieillissement osseux et se maintenir en bonne santé musculaire et se tenir debout finalement. C'est le muscle qui vous tient. On dit toujours que c'est plus chez les femmes, 2 à 3 fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes à cause de ce problème de, ménopause. Alors effectivement, Marie, on peut corriger le déficit hormonal après 60 ans et d'ailleurs on le corrige indirectement pour, par exemple, les patientes qui ont eu un cancer du sein ou un cancer de l'utérus. Puisque c'est ce qui fait qu'on est sous hormonothérapie pendant 5 à 7 ans qui suit les derniers, traitements, de cancer pour pouvoir justement limiter cette problématique de la ménopause précoce. On sait aussi que sur certaines patientes qui ont en ménopause précoce sans avoir eu de pathologie, mais parce que leur maman était aussi ménopausée de façon précoce, c'est-à-dire entre 40 et 50 ans, on peut leur proposer un complément hormonal pour limiter justement la chute de, notre fixation calcique et notre renouvellement osseux. Rassurez-vous, messieurs, vous êtes aussi concernés. Alors, je ne sais pas s'il faut se rassurer de ça, mais en tout cas, effectivement, vous aussi, vous avez un risque d'ostéoporose puisque nous avons la chance de vivre de plus en plus vieux, dans de meilleures conditions. La seule différence, c'est qu'effectivement, nous, on parle vraiment de ménopause à partir d'ostéoporose à partir de la ménopause, à partir de la retraite osseuse chez les femmes et vous, ce sera plutôt entre 65 et 75 ans. Mais on a aussi beaucoup d'hommes qui ont ce problème d'ostéoporose. Donc là, je vous remets effectivement le référentiel de ma fameuse éponge pour vous montrer qu'effectivement, c'est un problème qui touche tout le monde, hommes comme femmes, alors à des tranches d'âge différentes et qu'effectivement, mesdames, eh bien, il faut pouvoir anticiper ça et en parler autour de nous. Parce que si vous avez été ménopausée, de façon précoce, eh bien, il faut pouvoir en parler à vos filles, à vos petites filles. Il faut oser aussi, faire les tests et les examens nécessaires pour voir si effectivement, si vous avez eu malheureusement une fracture et qu'on décèle que vous avez une ostéoporose ou une qualité osseuse qui est déjà en train de se dégrader, eh bien, il faut en parler à vos enfants, à vos petits-enfants pour qu'eux le sachent et puissent faire le nécessaire et se surveiller. En fait, c'est vrai que la ménopause, c'est un peu un sujet tabou et on n'en parle pas beaucoup et souvent on est sur des générations où c'est un sujet qui est rarement abordé mère-fille, mais c'est vraiment un sujet important et il faut le valoriser et donc indirectement, il faut aussi parler de l'ostéoporose pour qu'on puisse avoir, je dirais une surveillance et se connaître mieux et pouvoir en parler à notre médecin traitant. Puisque si jamais on a une hérédité à avoir, on le verra tout à l'heure, à avoir eu l'ostéoporose, autant en parler directement et prévenir que guérir. Puisque, on le verra tout à l'heure, la problématique entre le muscle et l'os, c'est que votre capacité musculaire, à n'importe quel moment de la vie, vous pouvez régénérer du muscle, refabriquer du muscle et compenser une perte musculaire. On a l'exemple concret de personnes qui ont été toute leur vie, je dirais, sédentaires par leur travail et qui, au moment de la retraite, se mettent à faire de la rando, un peu plus de jardinage, un peu plus d'activité physique et qui finalement vont voir leur silhouette se transformer parce qu'elles vont se muscler, augmenter cette capacité musculaire. Alors que l'os, eh bien, on a vu, il diminue dans le temps parce que c'est physiologique, je dirais, c'est normal, ça fait partie du jeu. Eh bien, si, on ne fait pas gare à ça, eh bien, à un moment donné, quand on se rend compte qu'il y a un problème d'ostéoporose, il est trop tard. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas on va pouvoir avoir toujours de quoi refabriquer un os s'il y a fracture, mais on ne va pas pouvoir doubler notre capacité osseuse. Non, on ne peut pas. C'est pour ça que c'est vraiment un problème de santé publique. Donc voilà exactement la problématique de cette masse osseuse. Comme je vous le disais tout à l'heure, entre 0 et 20 ans, on n'a que de la fabrication. Notre organisme, il construit
de l'os. Alors effectivement, vous avez des enfants qui vont être plus ou moins turbulents ou plus ou moins avec des fractures. Ça nous est tous arrivé, ça nous arrivera encore, à nos enfants. Ça fait aussi partie du jeu. On ne peut pas les mettre sous globe. Non, ça ne marche pas et donc au moment de l'âge adulte, finalement, on essaye de maintenir ce pic osseux, finalement. On essaye de maintenir cette capacité osseuse, à la fois parce qu'on va avoir une activité physique régulière et un dynamisme et puis parce que, on va bien se nourrir et puis parce qu'on a un vieillissement cellulaire qui est rattrapé par le fait qu'il y ait une construction qui se mette en place. Par contre, on voit bien qu'au moment de l'âge de la retraite osseuse, eh bien, vous voyez, pour les femmes, au moment de 50 ans, au moment de la ménopause, eh bien, il y a une chute qui est moins impactante chez les hommes, mais qui est quand même là et donc c'est là où il faut faire attention. Il y a différents facteurs favorisants. Alors, il y a des facteurs, on va voir, sur lesquels on peut avoir un impact, nous, grâce à notre quotidien et puis il y a des facteurs où là, c'est pas de notre fait. Donc on a vu que la ménopause, c'était surtout, un problème féminin, que ça touche les femmes aux environs de 50 ans et on aura une vigilance pour des ménopauses précoces ou pour des femmes qui ont eu cancer du sein ou cancer de l'utérus, qui nécessitent d'avoir un traitement spécifique après la prise en charge pathologique. On a aussi une minceur excessive, tout simplement parce que notre capacité osseuse est en adéquation avec notre morphologie. Si vous avez toujours été de petits gabarits, menus, comme on dit, eh bien forcément votre capacité osseuse est en adéquation avec cette morphologie. Quelqu'un qui est, nos rugbyman en ce moment, on voit bien, beh, c'est des beaux bébés, ils ont une capacité osseuse qui est aussi plus importante que, Pascal ou que vous, parce que ça fait partie du jeu. Je suis désolée Pascal, parce que c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a une morphologie. Vous voyez bien que vous avez des adolescents qui sont plutôt charpentés et c'est pas pour ça qu'ils sont en surpoids ou en obésité et vous avez plutôt des adolescents ou des adolescentes qui sont plutôt menus fins, qui aimeraient d'ailleurs, eux, stimuler une prise de muscle, mais de prise de masse, mais qui n'y arrivent pas. Donc on a vu les femmes de plus de 50 ans. Les carences en vitamine D. On verra tout à l'heure, la vitamine D, c'est la vitamine dite du soleil, mais que l'on trouve également dans les bonnes matières grasses et en fait, cette vitamine, elle permet, via les rayons du soleil sur notre peau, d'être synthétisée et d'accentuer, de stimuler la fixation du calcium dans nos os. On a la carence en calcium, puisqu'on le verra tout à l'heure, on fait toujours le lien calcium-os parce que c'est en adéquation. Ce qui fait que notre os est en bonne santé, c'est parce qu'il a un pool calcique intéressant qui se maintient dans le temps. Les antécédents familiaux, comme je disais tout à l'heure, si vous avez une hérédité des grands-parents, des parents qui avaient de l'ostéoporose, vous avez plus de chances d'avoir de l'ostéoporose. Mais on va avoir le même phénomène dans certains types de cholestérol. Vous avez des gens qui mangent très bien, qui font du sport, qui fument pas, qui ont une qualité de vie irréprochable et ils ont quand même du cholestérol parce qu'ils ont une hérédité. Et puis le manque d'activité physique. On a vu tout à l'heure, et je vous l'ai expliqué, qu'il y a vraiment une corrélation entre capacité musculaire et capacité osseuse. La capacité musculaire, je dirais, on est plus ou moins musclé. C'est comme notre gabarit. Vous avez des gens qui potentiellement tiennent debout, puis vous en avez d'autres qui sont un peu plus frêles. Eh bien, le but quand même de l'activité physique, c'est de maintenir cette capacité musculaire. Et on a vu que le muscle permet de maintenir notre squelette. Donc, c'est vraiment étroitement lié. Donc, il y a des facteurs sur lesquels on ne peut rien faire. Je veux dire, le sexe, vous êtes né fille, vous êtes né garçon, à un moment donné, voilà. Alors maintenant, on parle de non genré, on parle aussi de pouvoir changer, de sexe, en fonction de ce que l'on vit, mais il n'empêche qu'à un moment donné, dans ces cas-là, on compense par des hormones, par des stimulations. Donc ça, on n'y peut rien. L'âge, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez utiliser toutes les crèmes rajeunissantes, vous pouvez faire tout le botox, la chirurgie esthétique, tout ce que vous voulez. Ne pas faire votre âge, on n'est pas non plus égaux à ce niveau-là. Il n'empêche que physiologiquement parlant, la carte d'identité, elle a raison. Et donc, en vieillissant, on voit bien aussi que notre régénération osseuse, notre régénération musculaire, nos cellules ne se renouvellent pas tout à fait de la même manière. Mais il est vrai quand même qu'on n'est pas tous égaux non plus à ce niveau-là. Et puis les antécédents familiaux. Je veux dire, vous avez, des parents, vous avez des grands-parents, ça, on n'y peut rien. D'où l'intérêt quand même de parler de ça, de la ménopause, de parler aussi de l'ostéoporose, de parler de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, avec les uns et les autres de notre, entourage. Il y a des facteurs sur lesquels on peut intervenir.
Donc les carences œstrogéniques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Marie, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous êtes en ménopause précoce, si vous avez eu un cancer du sein ou de l'utérus, certains hommes peuvent avoir des cancers du sein. C'est pas que chez les femmes. Donc, voilà aussi, messieurs, vous pouvez aussi avoir indirectement cette problématique-là. Et donc là, effectivement, on va vous mettre un complément œstrogénique. On va vous donner un traitement hormonal de substitution ou en adéquation avec la problématique pour justement limiter la chute hormonale et donc la chute aussi de la régénérescence au niveau, calcique et au niveau osseux. La sédentarité, eh bien là, à un moment donné, je crois que je vous l'ai assez répété depuis tout à l'heure, le fait de se bouger, de maintenir une activité physique régulière permet quand même de maintenir une activité musculaire intéressante et indirectement une activité osseuse intéressante également. Et puis pour cette fameuse vitamine D, la vitamine D, c'est avec les rayons du soleil. Donc si vous allez, faire de l'activité physique dehors, eh bien vous êtes indirectement avec les rayons du soleil. Et même si c'est un peu, du nuage et un peu de brume, il n'empêche que ça passe. Et et la sédentarité, on ne vous demande pas forcément de faire le marathon de New York, hein. Non, le but, c'est de marcher, c'est de faire du vélo, c'est de faire de l'activité physique. Du jardinage, c'est de l'activité physique. Mine de rien, vous vous baissez, vous vous relevez, vous portez des charges. Aller chercher sa baguette à pied ou en vélo, c'est de l'activité physique. Monter, descendre des escaliers, c'est de l'activité physique. Et si vous reprenez une activité physique, puisque pour X ou Y raison, vous n'en aviez pas fait avant ou parce que la motivation vous vient, faites attention. Il vaut mieux faire un petit peu tous les jours ou un petit peu régulièrement plutôt qu'une grosse fois qui va engendrer des courbatures, des douleurs et là, vous n'êtes pas prêt d'y retourner. Donc faites attention à ça. Dans la motivation, il vaut mieux un petit peu régulièrement que trop d'un seul coup. Et puis parce qu'à un moment donné, il faut que votre organisme puisse aussi retrouver une dynamique. Et puis les facteurs nutritionnels dont nous allons parler. Donc les facteurs nutritionnels sur lesquels nous pouvons intervenir, c'est la protéine, c'est la vitamine D et c'est le calcium. La protéine, pourquoi? Eh bien parce que les protéines, c'est ce qui fait que c'est ce qui fabrique le muscle. Donc et c'est ce qui va favoriser la synthèse osseuse. Donc, les protéines, elles favorisent la synthèse osseuse, elles entretiennent la capacité musculaire et elles permettent le renouvellement de cette capacité musculaire et elles limitent la sarcopénie. La sarcopénie, c'est quand on a une fonte musculaire. Donc, les protéines, on en a besoin et notre alimentation nous en apporte. Elle nous en apporte via tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer et via aussi les produits laitiers. Donc, tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer nous apporte des protéines d'origine animale. La référence en protéines, c'est l'œuf. En fait, ce qui se passe, c'est que les protéines, c'est l'association de 8 à 9 acides aminés essentiels. Essentiels parce que vous ne les fabriquez pas. Donc, c'est votre alimentation qui vous apporte ces acides aminés qui vont permettre de constituer cette molécule protéine. Et donc, de la fixer sur votre squelette, sur votre capacité musculaire. Les viandes vont vous apporter du fer et tout ce qui est poisson, crustacés, fruits de mer vont vous apporter de l'iode. Le calcium que l'on trouve dans les produits laitiers vous apporte aussi des protéines via les produits laitiers et le calcium, c'est vraiment ciblé produits laitiers parce qu'on peut en trouver dans d'autres sources de famille, mais le degré d'absorption calcique au niveau intestinal est équivalent de 35. Alors que sur les autres euh, familles alimentaires, eh bien, c'est à hauteur de 5 à 8 d'absorption intestinale. C'est pour ça que vraiment on fait l'association calcium et produits laitiers. Les produits laitiers, qu'ils soient de vache, de brebis, de chèvre, le degré d'absorption calcique est exactement le même. Et le calcium n'est pas en adéquation avec la quantité de matière grasse que vous allez consommer, tout comme les fibres, tout comme les protéines, pardon. C'est-à-dire que votre fromage, il soit riche en matière grasse ou pauvre, que vous ayez un yaourt qui soit à 0% ou entier, eh bien, ce qui fait la différence, c'est la quantité de matière grasse et non la quantité de calcium absorbé. Pareil que vous ayez un poisson maigre ou un poisson gras, la quantité de protéines est tout aussi intéressante. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important de se dire que les protéines, c'est dans tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer, tout ce qui est calcium dans les produits laitiers aussi. Et par contre, il y a aussi pour les personnes qui ne consomment pas beaucoup de protéines d'origine animale, soit par goût, soit par conviction, sachez que vous pouvez avoir aussi un complément en protéines d'origine
végétale via tout ce qui va être féculents, légumineuses, céréales et ce genre de choses. La seule particularité, c'est qu'au lieu d'avoir les 8 à 9 acides aminés essentiels, ils n'en ont que 7 à 8. Donc, on est obligé d'avoir 2 sources de féculents. Ça peut être légumineuse plus du riz, ça peut être fèves plus pommes de terre, par exemple, pour que la complémentarité de ces acides aminés essentiels vous permette d'avoir une protéine végétale de même qualité nutritionnelle que l'œuf. Pour les œufs et le cholestérol, effectivement, il a été longtemps dit qu'il fallait faire attention. On continue de faire attention, mais on parle des œufs. Souvent, on vous dit qu'il faut faire attention au nombre d'œufs que vous allez consommer tel quel. Souvent, on vous dit 2 œufs par semaine, type, omelette, à la coque, ce genre de choses. On remarque quand même que si, on en consomme plus, eh bien, ça veut dire qu'on consomme moins de choses sucrées et donc indirectement, on n'a pas d'impact sur le cholestérol. Puisque l'excès de sucre simple va se transformer en mauvaise matière grasse dans votre organisme. On va être stocké sous forme de mauvaise matière grasse. Donc les œufs, finalement, on vous dit attention parce qu'il y a beaucoup de sources d'œufs cachées et qu'on ne prend pas en compte. Vous avez des pâtes aux œufs, vous faites un gâteau, vous faites une quiche, vous faites, un flan, eh bien, vous avez des œufs à l'intérieur et donc indirectement, il faut les compter aussi. Donc on peut être à 1 ou 2 œufs par jour dans sa globalité, dans toutes les recettes. Donc voilà. Donc en pratique, on va consommer de la viande, du poisson, des œufs au moins une fois par jour et quand on vous dit viande, poisson, œuf, ça peut être de la viande grillée, mijotée, cuite, comme ça peut être une tranche de jambon, 2 œufs durs, du thon imité dans une salade. On va consommer des produits laitiers tous les jours puisque ça vous apporte du calcium et des protéines et effectivement, vous avez ce complément en protéines d'origine végétale qui peut être apporté en associant céréales et légumes secs avec des féculents. Donc, le calcium, on voit qu'on a une étude, qui date un peu, mais qui fait quand même référence, qui montre qu'en ayant un apport en calcium suffisant, eh bien, finalement, on limite le risque de fracture du col du fémur. En fait, quand on vous met 1 gramme de calcium par jour, c'est l'équivalent de 3 portions de produits laitiers. Quand on dit portion de produits laitiers, c'est un yaourt, c'est 30 grammes de fromage, c'est un verre de lait. C'est pas la moitié du camembert. Et donc, quand on est à 0,5 grammes, ça veut dire qu'on est à 1 à 2 portions, 1 à 2 portions de produits laitiers par jour. Donc, voilà, on voit bien quand même que le calcium intégré via une bonne qualité d'absorption nutritionnelle au niveau intestinal vous permet de limiter le risque de fracture du col du fémur. On a du calcium dans plein d'autres aliments aussi. Mais je vous disais, je me répète, ce qui fait la différence, c'est le degré d'absorption. Donc là, on a aussi une autre étude qui nous montre que finalement, le calcium, quand on le consomme régulièrement en quantité adaptée, beh, finalement, la ligne verte, on maintient, une densité osseuse assez intéressante. Il y a forcément une chute, puisqu'on vieillit, ça je me répète et on voit bien qu'il y a un petit pic au démarrage de l'étude parce que finalement les gens ont peut-être mangé un peu plus. Ça c'est le problème des études, c'est que tout d'un coup les gens vont avoir un effet: «Je veux bien faire», donc ils vont se stimuler. Après pour le placebo, on voit qu'il y a une chute. Maintenant, j'attire votre attention aussi sur l'effet placebo. C'est-à-dire que, effectivement, ils n'ont pas la petite pilule de calcium qui fait du bien. Par contre, ils vont quand même faire attention à ce qu'ils mangent, ils vont quand même faire attention à être peut-être moins sédentaires, avoir une activité physique plus régulière et avoir une qualité de vie peut-être plus intéressante parce qu'ils savent qu'ils sont, «fichés» entre guillemets. Et donc, en effet, on voit bien que passé un certain âge pour les personnes de 70 à 80 ans, les recommandations sont exactement les mêmes qu'après la retraite osseuse. C'est la même chose. Heu, alors sur les protéines et pour répondre à Marc, sur les protéines et la qualité des produits que l'on consomme, je me permettrai juste de dire qu'au niveau nutritionnel, plus votre produit est basique, plus la qualité du produit est intéressante nutritionnellement parlant. Quand on parle des produits ultra transformés, ce que j'appelle ultra transformés, ça veut dire les plats tout prêts, ça veut dire, les gâteaux tout faits, ce genre de choses. Et bien là, effectivement, la matrice du produit est moins intéressante.
Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, et on parle bien de matrice du produit, c'est que, par exemple, pour le calcium, si vous mangez un morceau de fromage qui a des protéines, qui a du calcium, qui a un peu de matière grasse, qui a une quantité non négligeable d'eau, un peu de sel, un peu de sélénium et de choses comme ça, si vous faites exactement les mêmes proportions via des petites pilules, vous voyez, alors la pilule de protéines, la pilule de calcium, la pilule de sel, la pilule de matière grasse et voilà, eh bien votre organisme n'arrivera pas à avoir le même effet à 100. Le fait que vous ayez un produit naturel, travaillé, qui a tous ses atouts mélangés, finalement fait que votre organisme va mieux l'ingérer, va mieux le répartir que si vous avez des petites pilules. Ce qui est quand même rassurant pour notre côté, français, avec la bonne bouffe, la bonne cuisine, avec des bons produits du terroir. Donc heureusement qu'on a ça et heureusement que tout ça a bien été pensé pour que gustativement et nutritionnellement parlant, ça ait un meilleur impact que toutes les petites pilules qu'on pourrait prendre. Même si certaines fois un complément alimentaire n'est pas négligeable en fonction d'une situation. D'accord. Alors, après pour tout ce qui est produits spécifiques, je n'aurais pas d'avis à vous donner Marie, je suis désolée parce que, c'est trop spécifique et là, il faut voir directement avec votre médecin qui sera plus apte que moi à vous dire ce qu'il faut prendre en fonction du dossier médical. Donc, on a une dernière étude qui montre que si on consomme suffisamment de calcium et suffisamment de vitamine D, donc je vous répète, la vitamine D, c'est cette fameuse vitamine qui va permettre, via les rayons du soleil, de synthétiser cette vitamine sur notre peau et donc d'augmenter le degré d'absorption du calcium au niveau osseux, eh bien, on a une fracture du col du fémur qui peut descendre de 30. Donc, il n'est jamais trop tard et à n'importe quel âge de la vie, on a un impact à avoir sur la qualité de nos os et sur notre qualité musculaire. On voit bien qu'en France, alors ça remonte un peu, mais elle est vraiment parlante. On voit bien qu'en France, on a quand même des apports qui ne sont pas en adéquation avec nos réels besoins. En vert, c'est ce que vous hommes et femmes, enfin et adultes et seniors. Adultes, c'est l'âge, entre, 20 et 50 ans, 55 ans et seniors, c'est au moment de la retraite osseuse. Je parle bien de la retraite osseuse et donc là, en vert, c'est ce que nous devrions ingérer au quotidien en calcium. Eh bien, on voit bien que les hommes, on consomme un peu plus que nous et au niveau de l'âge adulte, on est plutôt pas mal. Par contre, nous, les femmes, que ce soit, et les femmes et les hommes à l'âge senior, finalement, on n'est pas assez. Tout simplement parce que dans la tête des gens, les produits laitiers, c'est gras, donc c'est cholestérol, donc ce n'est pas bon pour notre santé. Et alors que je vous ai dit, calcium et matière grasse n'ont rien à voir. Donc vous pouvez prendre des 0, il n'y aura pas de souci. Et en même temps, c'est vrai aussi qu'on a moins d'appétit, puisque c'est un effet physiologique. On a moins d'appétit, on a moins d'envie de manger des choses lourdes, des choses un petit peu plus difficiles à digérer. Donc c'est vrai que nos choix alimentaires vont changer, vont se modifier en vieillissant. Et donc tout ce qui va être riche en protéines va aussi avoir un impact sur nos choix alimentaires et donc sur notre capital osseux indirectement au moment de l'âge adulte. Si je reprends quand même le pourcentage de matière grasse dans les produits laitiers, si vous prenez un emmental, si vous prenez un camembert, ils sont tous les 2 à 35 de matière grasse sur la totalité sur l'extrait sec. Sauf que vous, vous consommez la totalité du produit et on voit bien qu'il y a plus d'eau dans le camembert que dans l'emmental. Donc l'emmental, au total, sur la totalité du produit, on va être dans un 38 et 40 de matière grasse, alors qu'on sera entre 20 et 25 pour le camembert, en fonction de si vous l'aimez plus ou moins ferme. Donc je me répète, vraiment, si vous prenez des yaourts, ou des fromages blancs à 0 parce que vous faites attention à votre santé, parce que vous faites attention à votre cholestérol, sans souci, ça n'aura pas d'impact sur votre, charge calcique. Par contre, si vous consommez des produits laitiers végétaux, qui ne sont pas des produits laitiers, mais qui sont quand même rangés dans la gamme des produits laitiers, là, attention, même s'ils sont enrichis en calcium, il convient de vérifier en quel type de calcium ils sont enrichis. S'ils sont enrichis en calcium laitier, en paillettes laitières, oui. S'ils sont enrichis en calcium végétal, puisqu'on trouve du calcium partout, le degré d'absorption est de 5 à 8 et non de 35. Donc, il faudra en manger 3 fois plus. Et par exemple, sur les produits type soja, s'il y a eu un risque de cancer du sein, cancer de l'utérus et s'il y a une hormonothérapie, attention, excès d'œstrogène. Donc là, je vous remets les équivalences. Un grand verre de lait, donc un verre de lait, c'est 250 millilitres, c'est l'équivalent de 3 litres d'eau par jour pour avoir un apport calcique identique. Une part de camembert, c'est 2 baguettes et demie de pain. Un yaourt classique,
c'est l'équivalent de 3 oranges. Une part d'emmental, c'est l'équivalent d'1 kilo de chou vert. Autant vous dire qu'1 kilo de chou vert 3 fois par jour pour avoir les apports en calcium, je ne pense pas que vous allez faire d'activité Il physique. y aura peut-être d'autres soucis derrière. On est bien d'accord. Donc voilà. Donc c'est pour vous montrer quand même que les autres familles d'aliments vous apportent bien du calcium, mais qu'il n'est pas absorbé de la même manière. Par contre, tout ce qui est eau calcique, alors je cite un Courmayeur épars, eh bien ces eaux-là vont être en équivalence avec du lait. Par contre, ce sont des eaux que vous allez consommer telles quelles, que vous ne chauffez pas. Si vous les mettez dans la bouilloire, forcément, ça reste au fond de la bouilloire. C'est ce qu'on appelle le tartre, le calcaire. Donc là, on n'en a pas besoin. Donc ça ne changera rien. Et un verre d'eau départ ou de Courmayeur va vous permettre de compenser l'équivalent d'un verre de lait au niveau calcique. Donc ça peut être un bon complément. Et effectivement, si vous ne consommez pas du tout de produits laitiers, ça vaut peut-être le coup d'en parler avec votre médecin traitant pour faire un point au niveau prise de sang et au niveau ostéoporose, au niveau test pour voir de combien, quelle est votre capacité calcique et de quelle qualité osseuse vous avez à l'heure actuelle. Donc en pratique, un produit laitier à chaque repas, on est à 2 à 3 les recommandations, c'est 2 à 3 produits laitiers par jour et dans les portions que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc c'est un yaourt, c'est 30 grammes de fromage, hein, c'est pas la moitié du camembert. Nous, en Normandie, on aurait tendance à être en surcharge. Et puis, pensez à cette vitamine D. Donc comme je vous disais, cette vitamine D, c'est via les rayons du soleil sur notre peau. Elle va stimuler cette vitamine D. On augmente l'absorption intestinale du calcium et la fixation du calcium par l'os. C'est pour ça que finalement, les personnes d'un certain âge en maison de retraite vont être compensées en vitamine D. C'est aussi pour ça que, en fonction alors cette année, on a eu beaucoup de soleil et tardivement, mais c'est vrai qu'il y a des années où on n'en a pas beaucoup et donc on a tendance à mettre tout le monde sous UV dose pour pouvoir compenser justement l'absence suffisante de soleil. Donc pensez à ça quand même. Le but, c'est pas non plus d'être en monokini ou en bikini, dans votre jardin. Non, juste les bras remontés et s'il fait beau, se mettre en t-shirt plutôt que d'avoir, et les jambes à l'air plutôt que d'avoir un pantalon et une chemise jusqu'aux poignets. Rien que ça permet déjà de fixer la vitamine D. Et donc le but, c'est quand même de bouger. Ça, je me répéterai jamais assez. C'est-à-dire qu'on a bien vu que ce qui soutient votre squelette au niveau de votre métabolisme et au niveau corporel, c'est la capacité musculaire. Donc l'activité physique régulière, vous permet quand même de maintenir un renouvellement aussi musculaire intéressant et donc indirectement un renouvellement osseux intéressant aussi. Je reste à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup Laure. Alors, avant de continuer et de passer aux questions-réponses, je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction. Je vous mets le lien dans la barre de conversation. Donc, c'est important que vous le remplissiez puisque nous, ça nous permet de faire un retour à nos financeurs de votre degré de satisfaction. Je vous remettrai cette diapo tout à l'heure. Je vais maintenant vous mettre la diapositive qui parle de tous nos projets. Donc, vous avez la chaîne YouTube où vous pouvez revoir toutes nos visioconférences. Pour vous inscrire, c'est toujours sur movadom.eventbrite.com et puis sur notre site movadom.com, vous pouvez télécharger gratuitement le livre audio sur le déménagement des seniors et les podcasts coécrits par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez avec des témoignages de particuliers, de professionnels tout autour du déménagement des seniors. Notre prochaine visioconférence, c'est mardi à 10h30. On parlera du financement de l'adaptation de son logement. Si on veut faire des travaux ou améliorer son logement pour pouvoir y rester un peu plus longtemps, comment trouver des financements pour aider à s'équiper. Si vous avez la moindre question, vous envoyez un petit mail à contact@movadom.com. Encore merci à la conférence des financeurs du département des Hauts-de-Seine et à la CNSA. Merci beaucoup Laure, à très bientôt et à tout de suite.